Jamais je n'aurais pensé que ma vie pourrait s'effondrer suite à un simple appel téléphonique. Je suis Mathieu, 32 ans, vendeur d'assurance à Lyon. Et j'ai toujours cru que la réussite se mesurait à ce que l'on parvient à montrer au monde. Cette Peugeot 308 bleu métallisé n'était pas qu'une voiture. Elle était la preuve que j'avais réussi ma vie, que je n'étais plus le garçon timide que ma mère, Hélène, avait élevé seule après l'abandon de mon père. Quand j'ai annulé son assurance maladie pour obtenir l'argent de l'acompte, je me suis justifiée. Ce n'est que temporaire, je réglerai ça en 2 mois. 2 mois sont devenus 6, et je continuais à parader dans les rues de Lyon, savourant le plaisir du cuir sur le siège et le ronronnement du moteur, tandis que ma mère de 68 ans patientait des heures dans les files d'attente du système public. L'orgueil m'aveuglait complètement à la réalité qui se dessinait autour de moi. Le matin du 15 octobre a commencé comme n'importe quel autre. Café noir, croissant réchauffé et la satisfaction de voir mon reflet sur le capot brillant de la voiture. J'étais au bureau quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. « Monsieur Dubois, ici l'hôpital Édouard Herriot. Votre mère, Hélène Dubois, a été admise dans un état grave après un malaise à domicile. Vous devez venir immédiatement. » Les mots de l'infirmière ont résonné dans ma tête comme un écho déformé. Ma secrétaire m'a regardé avec inquiétude quand j'ai tout laissé tomber de mon bureau. Papier, stylo, la photo de la voiture que je gardais comme un trophée. J'ai couru vers le parking, les jambes tremblantes. Et pour la première fois depuis des mois, cette voiture m'a semblé un objet froid et sans vie. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, chaque feu rouge me paraissait une éternité. Et je priais des saints auxquels je ne croyais même plus. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et le désespoir. Les infirmières couraient d'un côté à l'autre, et je me sentais complètement perdue dans ce labyrinthe blanc. Quand j'ai enfin trouvé la chambre 237, j'ai vu ma mère allongée, pâle comme les draps qui la couvraient, connectée à des fils et des appareils qui émettaient des bips constants. Elle a eu une crise d'hypertension sévère, a expliqué le médecin avec cette voix professionnelle qui tente d'être douce mais sonne froide. Heureusement, nous avons réussi à la stabiliser, mais elle a besoin d'un suivi médical constant et de médicaments spécifiques. Je me suis assis au chevet et j'ai tenu sa main, si fragile qu'elle ressemblait à de la porcelaine ancienne. C'est alors que l'infirmière a posé des questions sur son assurance maladie, et j'ai dû admettre, la voix nouée, qu'elle avait été annulée. Son regard de jugement fut comme un coup de poing à l'estomac. J'étais le fils qui avait échoué quand on avait le plus besoin de moi. Ma mère s'est réveillée en fin d'après-midi, et ses yeux bleus m'ont trouvé avec un mélange de soulagement et de déception que je n'oublierai jamais. « Mathieu, mon fils !» a-t-elle murmuré d'une voix rauque. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. « Je sais pour l'assurance maladie », a-t-elle continué, serrant ma main avec le peu de force qu'elle avait. « J'ai vu la photo de ta voiture sur le bureau. Elle est vraiment belle. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement une tristesse profonde qui m'a brisé le cœur. J'ai passé toute la nuit à son chevet, écoutant les sons de l'hôpital et réfléchissant à mes choix. Le lendemain, j'ai annulé l'assurance de la voiture. Je l'ai revendue au concessionnaire avec une perte considérable et j'ai réactivé son assurance maladie. L'argent qui me restait suffisait à peine pour une voiture d'occasion de 10 ans. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai pu dormir en paix, sachant que j'avais fait ce qu'il fallait. Les semaines suivantes furent une période de récupération, tant pour ma mère que pour notre relation. J'ai recommencé à fréquenter les déjeuners du dimanche, dans sa petite maison du quartier de la Croix-Rousse, où l'arôme du coq au vin réveillait à nouveau des souvenirs d'enfance heureuse. Elle ne m'a jamais directement reproché mon choix, mais entre les lignes de nos conversations, je percevais sa déception envers l'homme que j'étais devenu. « Tu sais, Mathieu, » m'a-t-elle dit un jour alors que nous préparions ensemble une tarte aux pommes, « toute ma vie,
J'ai essayé de t'apprendre que les gens sont plus importants que les choses. Je pensais avoir réussi. » Ces mots ont fait mal, mais ils étaient nécessaires. J'ai commencé à prendre le bus pour aller au travail. J'ai redécouvert le plaisir de marcher dans les rues historiques de Lyon et j'ai réalisé combien de choses j'avais perdues en courant après le statut. L'argent que j'économisais sans la voiture était investi dans de petits gestes. Des fleurs pour elle, des billets de théâtre, des dîners dans des bistrots chaleureux où nous pouvions converser sans hâte. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je ressens toujours le poids du choix que j'ai fait. Mais j'ai appris que le regret peut être transformateur lorsqu'il est accompagné d'action. Ma mère va bien. Elle suit rigoureusement son traitement médical. Et notre relation, bien qu'encore en processus de guérison, est plus forte qu'avant. Je n'ai plus cette voiture rutilante, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux. La conscience d'avoir fait la paix avec moi-même et avec la personne que j'aime le plus au monde. Parfois, en passant devant le concessionnaire, je vois des voitures similaires à celles que j'avais et je ressens une pointe de nostalgie. Mais je me souviens vite du sourire de ma mère quand elle est rentrée de l'hôpital et a dit « C'est bon de te retrouver, mon fils. » Certaines leçons arrivent trop tard, d'autres arrivent au bon moment. La mienne est arrivée à temps pour sauver ce qui compte vraiment, l'amour inconditionnel entre une mère et son fils, teinté par le pardon et la seconde chance que la vie nous a offerte. Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour terrible à l'hôpital, et je pensais que nous avions surmonté le pire. Ma mère suivait son traitement à la lettre, prenant ses médicaments aux heures précises, et je m'étais habituée à ma nouvelle routine sans voiture. Mais la vie a une façon cruelle de nous tester quand on s'y attend le moins. C'était un après-midi gris de janvier lorsque j'ai reçu un autre appel, cette fois-ci d'un voisin de ma mère. « Mathieu, votre mère est tombée chez elle et ne peut pas se relever. J'ai appelé l'ambulance. » Mon cœur s'est de nouveau effondré. J'ai couru en bus jusqu'à sa maison. Et en chemin, toutes les culpabilités que je pensais avoir résolues sont revenues comme des fantômes. Le stress de tout ce qui s'était passé avait-il aggravé sa condition? Avais-je causé des dommages irréversibles à sa santé? Quand je suis arrivée, elle était déjà sur la civière, consciente mais clairement fragilisée. J'ai tenu sa main et j'ai promis que cette fois, ce serait différent, que je ne la laisserais pas seule une seconde pendant sa convalescence. À l'hôpital, nous avons découvert que ce n'était rien de grave, juste une chute causée par des vertiges, un effet secondaire de l'un des médicaments. Mais la fragilité de ma mère est devenue encore plus évidente. À 68 ans, après une vie entière consacrée à l'enseignement, elle semblait plus petite, plus vulnérable. « Mathieu, je deviens vieille », m'a-t-elle dit dans la chambre d'hôpital, avec un sourire triste qui tentait de masquer la peur. « Je n'arrive plus à faire les choses comme avant. » C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait complètement changer nos vies. J'ai démissionné de mon emploi à Lyon et j'ai emménagé chez elle. Mes collègues ont cru que j'étais fou, abandonnant une carrière prometteuse pour prendre soin d'une personne âgée. Mais je savais que c'était ma chance de rédemption, de montrer que j'avais appris ce qui comptait vraiment dans la vie. J'ai transformé son petit bureau en ma chambre et j'ai commencé à travailler comme vendeur d'assurances indépendant, servant des clients via Internet. Vivre à nouveau avec ma mère, après tant d'années, c'était comme redécouvrir une personne que je pensais connaître parfaitement. Nous nous réveillions ensemble tous les matins. Elle préparait le café à l'ancienne, dans la cafetière italienne qu'elle avait héritée de sa propre mère, et je faisais des toasts avec de la confiture de framboise maison qu'elle gardait dans le placard. Nos conversations pendant le petit déjeuner sont devenues des rituels sacrés. Elle me racontait des histoires de ses élèves, de l'époque où elle enseignait la littérature française dans une école du centre de Lyon. Et je voyais comment ses yeux brillaient en se remémorant chaque détail. « Tu sais, Mathieu, » disait-elle en remuant le sucre dans son café, « enseigner n'était pas seulement une profession pour moi. C'était une façon de planter des graines qui fleuriraient bien après mon départ.
Ces paroles me faisaient âme réfléchir à ma propre existence. Quelles graines avais-je plantées? Quel héritage étais-je en train de construire? Pendant des années, j'avais couru après des réussites matérielles. Mais maintenant, assis dans cette cuisine simple, je réalisais que la vraie richesse était dans les moments partagés. La routine des soins est devenue une danse délicate entre nous deux. Je l'accompagnais à ses rendez-vous médicaux, j'organisais ses médicaments dans de petites boîtes séparées par les jours de la semaine, et elle m'enseignait d'anciennes recettes que sa grand-mère avait ramenées de Normandie. La cuisine est comme la vie, philosopha-t-elle pendant que nous préparions un bourguignon. Elle demande de la patience, de l'amour et les bons ingrédients dans la juste mesure. J'ai découvert que cuisiner ensemble était thérapeutique pour nous deux. Elle se sentait utile en transmettant des connaissances, et je trouvais la paix dans ses gestes simples et répétitifs. Nos après-midi étaient remplis de lectures partagées. Elle me faisait découvrir des auteurs français que je ne connaissais pas, et je lisais à voix haute lorsque ses yeux étaient fatigués. Voltaire, Camus, Colette. Leur voix résonnait dans notre petit salon, créant une atmosphère de culture et de réflexion que je n'avais jamais connue dans ma vie antérieure, quand je courais de réunion en réunion, ne pensant qu'aux ventes et aux commissions. Au fil des mois, j'ai remarqué que ma mère se renforçait progressivement, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Avoir une compagnie constante, quelqu'un avec qui partager les petites joies du quotidien, avait redonné un éclat particulier à ses yeux. Elle s'est de nouveau intéressée au jardinage, et ensemble, nous avons transformé le petit jardin en un refuge vert, rempli de lavande, de rosiers et d'herbes aromatiques. « Les plantes sont comme les gens », observait-elle en arrosant les massifs. « Elles ont besoin de soins, d'attention et de temps pour fleurir. » Je comprenais parfaitement la métaphore. Notre relation aussi fleurissait à nouveau, irriguée par la vie quotidienne et l'affection mutuelle. Mes revenus en tant que travailleur indépendant étaient inférieurs à ceux d'avant, mais notre qualité de vie s'était immensément améliorée. Nous n'avions pas de luxe, mais nous avions l'un l'autre, et cela suffisait. Le soir, nous nous asseyions sur la véranda avec un verre de vin rouge et observions les étoiles, parlant de tout et de rien, construisant des souvenirs précieux qu'aucune voiture chère n'aurait pu offrir. Aujourd'hui, 1 an et demi après ce premier appel de l'hôpital, je peux dire que j'ai trouvé ma véritable vocation. Être fils. Non pas au sens biologique, ce que j'ai toujours été, mais au sens le plus profond du terme. Quelqu'un qui prend soin, protège et honore celle qui m'a donné la vie. Ma mère a 69 ans. Elle est en bonne santé et heureuse, entourée de l'amour qu'elle a toujours mérité. J'ai repris mes études, cette fois en littérature française, inspirée par nos conversations quotidiennes. Qui sait, un jour je pourrais peut-être enseigner aussi en suivant ses traces et en plantant les graines qu'elle mentionnait. La voiture que je désirais tant est devenue un lointain souvenir, presque comme un rêve d'une autre personne. Quand des amis me demandent si l'ancienne vie ne me manque pas, je souris et je réponds que j'ai échangé un véhicule qui ne me menait nulle part contre un voyage qui m'a ramené à la maison. Ma mère a l'habitude de dire que pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir d'aimer malgré les blessures. Nous avons tous deux choisi l'amour, et ce choix nous a transformés en de meilleures personnes, plus sages et profondément connectées. Le printemps est arrivé à Lyon avec ses promesses de renouveau, et je sentais que notre histoire entrait aussi dans une nouvelle saison. Ma mère avait pris l'habitude de se lever tôt pour arroser les plantes dans le jardin, et je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je préparais le café. Ses mouvements étaient plus assurés maintenant, et elle parlait aux fleurs comme si elles étaient de vieilles amies. « Bonjour mes petites », murmurait-elle aux violettes. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» C'était une scène simple, mais qui me remplissait de gratitude. À ces moments-là, je réalisais à quel point j'avais été sot de privilégier des objets sans vie, au détriment de cette personne extraordinaire qu'était ma mère. Mon travail en freelance se développait.
Mon expérience passée et la crédibilité que j'avais bâtie m'avaient apporté des clients fidèles. Mais le plus important était que j'avais trouvé un équilibre entre être productif professionnellement et être présent pour elle. Chaque matin me rappelait que j'avais fait le bon choix, même si tardivement. C'est au cours d'une de ces matinées paisibles que ma mère m'a surpris avec une proposition inattendue. « Mathieu, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, » dit-elle, posant sa tasse de café sur la table avec ce soin particulier qui caractérisait tous ses gestes. J'aimerais visiter la Normandie avant qu'il ne soit trop tard. Je veux voir la maison où ma grand-mère a grandi, te raconter les histoires de famille que je n'ai jamais eu le temps de partager. » Ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. L'idée m'a immédiatement enthousiasmée. Ce serait notre premier voyage ensemble depuis mon enfance. J'ai commencé à tout planifier dans les moindres détails. Des hôtels douillets, des restaurants locaux, des itinéraires qui ne seraient pas fatigants pour elle. J'ai loué une voiture confortable pour l'occasion, ironiquement la première que je conduirais en plus d'1 an. Cette fois, cependant, le véhicule n'était qu'un moyen de transport, pas un symbole de statut. La destination était ce qui importait. Être avec elle, créer des souvenirs qui dureraient pour toujours. Le voyage de 5 jours à travers la Normandie fut comme feuilleter un album de photographies vivantes de l'histoire de notre famille. Ma mère m'a montré la petite ville de Bayeux, où sa grand-mère était née, et nous avons visité l'ancienne boulangerie, qui fonctionnait toujours dans la même rue. C'est ici qu'elle achetait son pain tous les jours, expliqua ma mère, touchant le mur de pierre avec respect. Elle me racontait que l'arôme du pain frais était la première odeur qu'elle sentait au réveil. Nous avons marché sur les plages du débarquement, où elle m'a parlé de son grand-père, qui avait combattu dans la résistance française. Il ne parlait jamais de la guerre, a-t-elle murmuré tandis que le vent marin agitait ses cheveux gris. Mais je savais, à ses yeux, qu'il avait vu des choses terribles. Chaque endroit que nous visitions était une pièce du puzzle de notre histoire familiale. Je me sentais honorée qu'elle me confie ses précieux souvenirs, réalisant que je recevais un trésor bien plus précieux que n'importe quel bien matériel. Pendant le voyage, j'ai réalisé à quel point ma mère avait changé. Ou peut-être était-ce moi qui la voyais avec d'autres yeux. Elle n'était plus seulement la femme fragile que j'avais failli perdre par ma négligence, mais une personne pleine d'histoire, de sagesse et de force. À l'hôtel à Honfleur, alors que nous dînions face au port historique, elle m'a parlé de ses rêves de jeunesse, de son désir d'être écrivaine avant de devenir enseignante. « Tu sais, Mathieu, j'écrivais des poèmes sur l'amour et la vie, mais je n'ai jamais eu le courage de les montrer à qui que ce soit, » a-t-elle avoué, regardant les eaux calmes de la Seine. Peut-être est-il temps de les sortir du tiroir. Je l'ai encouragée à partager ses écrits avec moi. Et cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, elle a récité de mémoire quelques vers qu'elle avait composés des décennies auparavant. Sa voix tremblante donnait vie aux mots, avec une beauté émouvante. C'était comme découvrir une nouvelle dimension de la personne que je pensais connaître complètement. J'ai promis de l'aider à organiser ses poèmes dans un petit livre. Ce serait notre prochain projet ensemble. Le dernier jour en Normandie fut consacré au cimetière où ses grands-parents étaient enterrés. Nous avons apporté des fleurs fraîches que nous avions achetées au marché local. Des marguerites blanches, les préférées de sa grand-mère. Ma mère s'est agenouillée devant les pierres tombales usées par le temps et a murmuré des mots en vieux français que je pouvais à peine comprendre. Ensuite, elle s'est assise sur l'herbe et m'a raconté des histoires détaillées sur chacun d'eux. Leur personnalité, leurs rêves, leurs luttes. Ils ont affronté 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, des épidémies, mais n'ont jamais abandonné leur famille, dit-elle avec fierté. L'amour a toujours été plus fort que la peur. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais juste un maillon de la chaîne de cette lignée de personnes courageuses et résilientes. Mes erreurs passées semblaient insignifiantes comparées aux défis qu'ils avaient sans surmonter.
j'ai ressenti une responsabilité nouvelle et profonde. Honorer leur héritage en étant le meilleur fils, et qui sait un jour, le meilleur père que je puisse être. Le voyage touchait à sa fin, mais je savais que nous reviendrions transformés à Lyon. De retour à notre routine, tout semblait plus riche et plus significatif. Le jardin, la cuisine, nos conversations matinales, tout avait acquis de nouvelles couches de profondeur après le voyage. Ma mère a commencé à travailler sur l'organisation de ses poèmes et je l'aidais à les taper sur l'ordinateur pendant qu'elle dictait. C'étaient des vers simples mais touchants sur la nature, l'amour maternel, le passage du temps. Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir mes écrits prendre forme, disait-elle en souriant pendant que nous révisions chaque page. Le petit livre fut prêt à la fin de l'été. Seulement 50 exemplaires que nous avons fait imprimer dans une imprimerie locale. Nous les avons distribués à des amis, des voisins et ses anciens élèves. La joie sur son visage en voyant les gens lire ses poèmes était inestimable. À ces moments-là, je comprenais que le vrai succès dans la vie ne se mesurait pas aux voitures chères ou aux comptes en banque, mais à la capacité de créer de la joie et du sens pour les personnes que nous aimons. Ma mère m'avait enseigné la leçon la plus précieuse de toutes, que l'amour, lorsqu'il est nourri avec soin et présence, peut transformer n'importe quelle situation et guérir n'importe quelle blessure du passé. L'automne est revenu à Lyon, et avec lui, une profonde réflexion sur le cycle que nous avions achevé. Cela faisait exactement 2 ans depuis ce premier appel de l'hôpital qui avait changé nos vies à jamais. Assis sur la véranda, observant les feuilles dorées tomber dans notre petit jardin, je pensais à la façon dont la perspective peut transformer complètement une expérience. Cette même saison qui représentait autrefois le début de ma plus grave erreur symbolisait maintenant le renouveau et la sagesse. Ma mère s'est approchée avec 2 tasses de thé chaud. Elle avait pris l'habitude de préparer des infusions avec les herbes que nous cultivions ensemble. « Tu sais, Mathieu, » a-t-elle dit en s'asseyant à mes côtés, « parfois je pense que tout s'est passé exactement comme cela devait arriver. » Ces mots m'ont surpris. « Comment ça, maman ?» ai-je demandé. « Tu as failli mourir à cause de moi ?» Elle a souri avec cette sérénité que seul l'âge et l'expérience peuvent apporter. « Oui, mais si ce n'était pas pour cela, peut-être n'aurions-nous jamais eu la chance de nous connaître vraiment en tant qu'adultes. » Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. C'était vrai. Notre relation s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus profond que la dynamique typique entre une mère et un fils adulte. Nous étions compagnons, confidents, partenaires dans le voyage de la vie. Mon travail continuait de croître de manière organique et j'avais trouvé une spécialisation inattendue. Aider les familles à comprendre l'importance des assurances maladie. Ma propre expérience donnait de l'authenticité à mon discours de vente. Laissez-moi vous raconter le jour où j'ai failli perdre ma mère. Je commençais de nombreuses coprésentations et je voyais dans les yeux des clients la reconnaissance immédiate de l'importance de ce que j'offrais. Il ne s'agissait plus seulement de chiffres et de police. Il s'agissait de protection, de soins, de responsabilité familiale. Mes revenus s'étaient maintenant stabilisés à un niveau confortable, suffisant pour nos besoins simples mais gratifiants. Chaque contrat conclu était une petite victoire non seulement professionnelle, mais personnelle, car je savais que j'aidais d'autres familles à éviter l'erreur que j'avais failli commettre. Pendant l'hiver, ma mère m'a de nouveau surpris par sa vitalité retrouvée. Elle s'était portée volontaire pour donner des cours de français aux immigrants, au centre communautaire local. « Enseigner est dans mon sang », expliquait-elle lorsque je mentionnais mon inquiétude quant à sa fatigue. « Et ces gens ont tellement besoin d'aide. » Ces cours avaient eu lieu 2 fois par semaine, et je la conduisais et la ramenais en voiture, la même que j'avais louée pour notre voyage en Normandie et que j'avais fini par acheter d'occasion. C'était une Citroën modeste mais fiable, qui servait parfaitement à son but de transport.
Parfois, j'attendais dans la pièce voisine et j'entendais sa voix patiente expliquer les conjugaisons verbales, la prononciation, les expressions idiomatiques. C'était beau de voir comment elle s'épanouissait de nouveau dans son rôle d'éducatrice. Ses nouveaux élèves l'adoraient, des femmes syriennes, des hommes du Mali, des familles entières d'Afghanistan, qui trouvaient en elle non seulement une enseignante, mais une figure maternelle accueillante. Il me rappelle pourquoi je suis devenue professeure, disait-elle sur le chemin du retour. Le printemps a apporté une nouveauté inattendue, qui allait une fois de plus changer le cours de nos vies. Lors d'une consultation médicale de routine, le cardiologue de ma mère a mentionné un programme expérimental de l'hôpital pour les personnes âgées ayant des antécédents cardiaques. C'est une étude sur la qualité de vie et le soutien familial, a expliqué le médecin. Nous documentons des cas de récupération réussis pour mieux comprendre les facteurs qui contribuent au bien-être des personnes âgées. Il avait sélectionné ma mère comme un cas exemplaire, intéressé par notre histoire de transformation familiale. Au début, nous étions hésitants à exposer notre vie privée, mais le médecin nous a assuré que ce serait quelque chose d'éducatif qui pourrait aider d'autres familles. Vous deux représentez un exemple rare de la façon dont une crise peut se transformer en opportunité de croissance, a-t-il dit. Nous avons décidé de participer et pendant plusieurs semaines, des psychologues et des assistants sociaux sont venus chez nous pour des entretiens détaillés. C'était étrange de revoir notre parcours à travers les yeux de professionnels, mais aussi réconfortant de réaliser que notre expérience pourrait bénéficier à d'autres. L'étude a culminé par une invitation surprenante. Présenter notre histoire lors d'une conférence médicale sur les soins familiaux et la santé mentale chez les personnes âgées. Au début, l'idée me terrifiait. Parler publiquement de mes erreurs, de la façon dont j'avais échoué en tant que fils, me semblait une exposition inutile. Mais ma mère était enthousiaste. « Mathieu, combien de familles ne traversent-elles pas les mêmes conflits que nous? Si notre expérience peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à ne pas commettre les mêmes erreurs, cela en vaut la peine. » Sa sagesse m'a une fois de plus guidée. Nous avons préparé ensemble une présentation de 30 minutes, alternant nos perspectives sur les événements. Elle parlerait de l'impact émotionnel de se sentir abandonné par les soins de santé et par la famille, et moi du chemin du regret à la rédemption. Nous avons répété plusieurs fois à la maison, elle corrigeant ma posture et mon intonation avec l'expérience de décennies en salle de classe. « Souviens-toi », disait-elle, « nous ne sommes pas là pour impressionner qui que ce soit, mais pour enseigner quelque chose de vrai. » Sa confiance en moi était émouvante et inspirante. Le jour de la conférence est arrivé par un matin ensoleillé de mai. L'auditorium de l'hôpital était rempli de médecins, d'infirmières, d'assistants sociaux et d'étudiants en médecine. Lorsque nous sommes montés sur scène, j'ai senti ma mère serrer ma main discrètement, un geste de soutien qui m'a donné tout le courage nécessaire. Notre présentation a coulé naturellement, comme une conversation intime entre nous deux que d'autres ont eu le privilège d'écouter. Nous avons parlé de négligence et de pardon, de seconde chance et du véritable sens des soins familiaux. Il y a eu des moments de silence ému dans l'audience, surtout lorsque ma mère a décrit le sentiment de découvrir que son assurance maladie avait été annulée. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent ou de l'accès aux soins médicaux, a-t-elle expliqué d'une voix ferme. Il s'agissait de réaliser que je n'étais pas une priorité dans la vie de la personne la plus importante pour moi. Quand nous avons terminé, nous avons reçu une ovation chaleureuse qui a duré plusieurs minutes. Plusieurs personnes sont venues nous voir après pour nous remercier et partager leurs propres histoires similaires. Nous sommes partis de là en sachant que notre douleur s'était transformée en quelque chose d'utile et de beau. Un pont pour aider d'autres à retrouver leur chemin vers l'amour familial.